Les intégrales impropres. Donc, les intégrales impropres visent en fait à répondre à la question suivante. Qu'arrive-t-il si l'intervalle sur lequel on est en train d'intégrer possède une discontinuité à l'intérieur de l'intervalle? Ou qu'est-ce qui arrive si une de nos bornes est, ou les deux peut-être, est infinie? Donc, est-ce qu'on peut calculer l'intégrale à ce moment-là? De quelle façon est-ce que ça va affecter notre calcul d'intégrale? Nous avons donc deux types d'intégrales impropres, tels qu'on vient de le mentionner. Donc, le premier type, c'est quand on va avoir au moins une des bornes d'intégration qui est infinie. Donc, ce type-là s'identifie facilement, on le voit tout de suite, n'est-ce pas? Donc, on a une borne, ou peut-être les deux même, qui donne un infini ou un moins l'infini. Donc, on sait qu'on est en présence d'une intégrale impropre et qu'on aura à gérer cette borne infinie. Le deuxième type, lui, est un petit peu plus insidieux, c'est-à-dire qu'on a une discontinuité à l'intérieur de l'intervalle. Mais il faut à ce moment-là se poser cette question-là avant même de commencer le calcul. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai une valeur qui crée une division par zéro, par exemple, à l'intérieur de mon intervalle d'intégration? Donc, jusqu'à date, on ne s'était jamais posé cette question-là. Donc, mais les problèmes étaient conçus de telle sorte que ça n'arrive pas aussi. Mais à partir de maintenant, avant de calculer une intégrale définie, il faudra toujours se poser la question, est-ce qu'il y a une discontinuité possible à l'intérieur de l'intervalle? Donc, c'est un peu plus difficile à voir. Il faut vraiment se poser la question. De quelle façon est-ce qu'on va procéder? En fait, dans les deux cas, on va avoir une méthode similaire, c'est-à-dire qu'on va aller remplacer la valeur problématique, donc soit la borne infinie, soit la valeur qui crée une discontinuité, par un paramètre. Et ensuite, on va faire nos calculs comme d'habitude, mais en fonction de ce paramètre-là. Donc, le résultat qu'on va obtenir à la fin va contenir le paramètre. Et on va aller à ce moment-là évaluer avec notre limite à la fin, qu'est-ce qui se passe quand notre paramètre se rapproche de plus en plus infiniment près de notre valeur problématique. Donc cette approche-là, finalement, c'est la même approche qu'on a déjà utilisée. Donc rappelez-vous, quand on calculait une intégrale définie, à partir de la limite d'une somme de Riemann, on procédait également en deux étapes, c'est-à-dire qu'on commençait par trouver une approximation de l'aire sous la courbe par une somme de rectangles en ne fixant pas le nombre de rectangles n, donc on utilisait un paramètre, n, le nombre de rectangles, et on s'arrangeait pour trouver une formule générale qui nous donnait l'aire sous la courbe pour un nombre quelconque n d'intervalles. Et ensuite, on allait vérifier avec notre limite qu'est-ce qui se passait quand n tendait vers l'infini, donc quand on augmentait infiniment notre nombre de rectangles. Donc, plus il y a de rectangles, plus c'est précis. Donc, si on a une infinité de rectangles, ça devient infiniment précis et on tombe sur la valeur exacte. Donc, c'est la même idée ici. Donc, on va se trouver une formule qui nous donne le résultat de l'intégrale définie en fonction du paramètre. Et ensuite, on va aller voir avec la limite qu'est-ce qui se passe quand notre paramètre se rapproche du problème, de la valeur problématique. Donc, il faut bien voir que dans tout ça, le calcul de la limite est toujours la toute dernière étape. Donc, la limite, on doit la traîner tout le long de notre calcul et c'est seulement à la fin qu'on va aller l'évaluer. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser mon théorème fondamental, je vais trouver la primitive, évaluer la primitive aux bornes et ce n'est qu'à la toute fin que je vais aller calculer la limite. Si jamais cette limite-là me donne un nombre réel, si la limite existe, on va dire que l'intégrale est convergente. Donc, elle converge vers cette valeur, elle se rapproche de plus en plus de cette valeur-là spécifique. Sinon, on va dire que l'intégrale est divergente. Donc, l'intégrale va être divergente soit parce que la limite tend vers un infini, soit parce que la limite est instable, par exemple, elle ne se rapproche pas d'une valeur bien spécifique.
Voyons donc le premier cas, c'est-à-dire quand une ou les deux bornes sont infinies. Donc, si par exemple c'est la borne supérieure qui est infinie, donc si on veut intégrer notre fonction de a jusqu'à l'infini, on va venir remplacer la valeur problématique, l'infini, par un paramètre, b dans ce cas-ci. En fait, on peut utiliser n'importe quelle lettre pour représenter le paramètre. Et on va ensuite évaluer la limite quand notre b va se rapprocher de l'infini. Si on veut visualiser un peu la chose, ben dans le cas où ma fonction f serait une fonction positive, ben l'intégrale définie essentiellement correspondrait à l'aire qu'il y a sous la courbe et au-dessus de l'axe des x. Donc, calculer l'intégrale de a à l'infini voudrait dire essayer d'aller évaluer l'aire ici sous la courbe jusqu'à l'infini, c'est-à-dire une aire qui semble ici se prolonger. Donc, notre méthode en deux étapes nous fait fonctionner de la façon suivante. C'est-à-dire qu'au lieu de l'infini, je viens remplacer ici par le paramètre b et je vais aller trouver ma formule qui va me donner l'aire entre a et b. À remarquer que a ici sera une constante, sera une valeur connue, alors que le b, lui, demeurera un paramètre. Donc, j'obtiens une formule qui me donne l'aire pour n'importe quelle valeur de b. Et ensuite, je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand b tend vers l'infini, donc quand je déplace de plus en plus mon b ici vers la droite. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec ce calcul de limite-là. Si jamais c'est la borne inférieure, qui est un infini, donc un moins l'infini, nécessairement à ce moment-là, je procède de la même façon. C'est-à-dire que c'est ma borne inférieure cette fois-ci qui est remplacée par un paramètre. J'ai utilisé a ici et je vais aller calculer, après avoir évalué l'intégrale, la limite quand a se rapproche de moins l'infini du résultat que j'aurai obtenu. Donc encore une fois, si f est une fonction positive, on pourrait illustrer le processus de la façon suivante. Donc, l'intégrale définie ici correspondrait à cette aire-là, donc l'aire qu'il y a sous la courbe de moins l'infini jusqu'à b. Donc, je viens placer un paramètre ici, a. Donc, je me trouve une formule générale qui calcule l'aire entre a et b. Donc, cette fois-ci, c'est a qui serait un paramètre et b qui serait une constante dans le calcul. Et avec ma limite, je vais voir qu'est-ce qui se passe si mon A se déplace de plus en plus vers la gauche, donc s'il tend vers moins l'infini. Déjà, on peut voir ici que la surface semble s'amenuiser plus rapidement dans ce cas-ci que dans celui-ci. Donc, c'est un peu ce qui peut faire la différence entre une convergence et une divergence, comme on le verra bientôt. Finalement, le troisième cas, c'est quand les deux bornes sont infinies, c'est-à-dire que je voudrais évaluer l'intégrale de f de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais aller séparer le calcul en deux. Donc, on sait qu'avec les propriétés des intégrales définies, pour intégrer entre deux bornes, je peux passer par une valeur intermédiaire quelconque. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais intégrer de moins l'infini jusqu'à c, ma fonction, et ensuite, deuxième partie, je vais intégrer de c jusqu'à l'infini, où mon c est un point qui est tout à fait quelconque. Donc, ça fonctionnerait avec n'importe quelle valeur de c. En pratique, on a l'habitude d'utiliser c est égal à 0, tout simplement parce que quand on a à évaluer les primitives aux bornes, c'est règle générale plus facile d'évaluer quand x vaut 0 que pour n'importe quelle autre valeur. Mais ce n'est pas une obligation, donc le principe fonctionnerait avec n'importe quelle valeur de c. Donc finalement, comme on peut le voir, en séparant en deux, on se ramène aux deux cas précédents. Donc ici, cette intégrale-là est du type que j'avais ici, et cette intégrale-là est du type que j'avais là. Donc j'utilise le même principe. Donc je remplace ici ma borne par un paramètre, et je vais évaluer la limite. Même chose ici pour la borne supérieure. Donc c'est comme si on combinait finalement les deux cas en un seul. À remarquer que dans ce cas-ci, il faut que les deux intégrales convergent, donc que chacune des deux tende vers un nombre réel pour que je puisse dire que
l'intégrale initiale est une intégrale convergente. Et en pratique, comme la fonction est la même, quand on vient pour faire le calcul de la primitive, évidemment, c'est 2 fois le même calcul, donc on le fait une seule fois. Mais ce sont 2 limites différentes qu'on aura à calculer par la suite. Voyons maintenant quelques exemples. Donc, supposons qu'on veuille calculer l'intégrale de E1 à l'infini de E à la moins x. Okay, donc, E à la moins x, E à la x est une fonction toujours croissante, mais E à la moins x est-elle une fonction qui est toujours décroissante? Donc, si on veut représenter la situation, la courbe ressemblerait à quelque chose comme ceci. Donc, quand x est égal à 1, par exemple, ben, j'ai E à la moins 1 qui donne 1 sur E, qui a une certaine valeur, et ensuite, comme c'est l'équivalent d'un E à la x au dénominateur, ben, quand x augmente, la fonction, elle, va diminuer. La représentation graphique n'est pas obligatoire, c'est seulement pour illustrer qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer, en fait. Donc, je viens remplacer ma borne supérieure par un paramètre b, et je vais calculer la limite quand b tend vers l'infini. Je calcule mon intégrale, donc l'intégrale de e à la moins x, faire attention à cause du moins. Si j'avais à dériver, j'aurais un moins 1 qui se rajouterait dans la dérivée. Quand j'intègre, je vais avoir e à la moins x divisé par moins 1, mais en fait, divisé par moins 1, ça ne fait que changer le signe. Donc, la primitive me donne moins e à la moins x, que je dois évaluer entre 1 et b, donc sur l'intervalle de 1 à b. Je vais évaluer au bord. Donc ici, quand je remplace par mon paramètre, ça va me donner moins e à la moins b, moins quand je remplace par la borne inférieure. Donc moins, avec le moins qu'elle a, ça devient un plus. Quand je remplace, donc ça va faire plus e exposant moins 1. Ici, j'ai maintenant terminé la partie du calcul de l'intégrale. J'ai obtenu ma formule générale. Donc, ce qui me reste à vérifier, c'est qu'est-ce qui se passe quand b tend vers l'infini. Donc, ici, j'aurai moins e à la moins l'infini plus e à la moins 1. Et toujours faire attention ici aux exposants négatifs. Donc, e à la moins l'infini, c'est comme un e à l'infini au dénominateur. Donc, la forme constante sur un infini tend vers, comme on le retrouve ici, moins 1 sur e à l'infini. Même chose pour le e à la moins 1. Donc, cette forme-là ici tend vers 0. Donc, il va me rester ici 1 sur e. Donc, comme on a obtenu un nombre réel, ici, ben, on peut dire que cette intégrale-là est convergente. Donc, que l'intégrale se rapproche de plus en plus de cette valeur-là. Deuxième exemple, l'intégrale de moins l'infini à l'infini de 1 sur 1 plus x carré. Donc, j'ai ici mes deux bornes qui sont infinies. Donc, je vais devoir séparer le calcul en deux, comme je le mentionnais précédemment. Règle générale, on va les séparer à 0. On a ici la représentation de cette courbe-là. Encore une fois, la représentation n'est pas obligatoire, mais permet d'illustrer dans ce cas-ci un peu quelle est la situation. Donc, cette fonction-ci à 0 vaut 1, et ensuite, elle a le même comportement des deux côtés parce que le x est au carré. Donc, plus x augmente ou diminue dans le cas du négatif, plus cette fonction-là se rapproche de 0. Donc, j'ai un comportement ici asymptotique. Donc, on a dit, je sépare en deux. J'utilise 0 comme valeur intermédiaire pour simplifier les calculs. Donc, je me retrouve à avoir ces deux intégrales-là, qui sont chacune une intégrale avec une borne infinie, donc je vais gérer avec une limite. Donc, je remplace ici par le paramètre a, la borne inférieure, je calcule la limite quand ça tend vers moins l'infini, et c'est la borne supérieure ici qui est remplacée par mon paramètre. La primitive de la fonction, c'est une formule de base, donc 1 sur 1 plus x carré, c'est directement la dérivée de la fonction arctangente. Donc, dans les deux cas ici, j'obtiens une arctangente de x entre a et 0 ici, et entre 0 et b pour la deuxième cas. Je vais aller remplacer maintenant aux bornes. Donc, encore une fois, on traîne notre limite tout le long, c'est la dernière étape. Donc, ici, je vais avoir arctangente de 0,
qui me donne 0. Donc, quand est-ce que la tangente vaut 0? Ben, comme tangente, c'est sin sur cos. Ça vaut 0 quand le sin s'annule, ce qui est à 0. Moins à ma borne inférieure, je vais avoir ici arctangente de A. Donc, cette fois-ci, c'est le paramètre que je retrouve. De l'autre côté, c'est quand je remplace ma borne supérieure, que ça reste quelque chose avec un paramètre, tangente de B, et moins quand je remplace par la borne inférieure, arctangente de 0 qui me donne 0. Il me reste à aller évaluer maintenant mes limites parce que j'ai fini toute la partie calcul précédemment. Donc, si je commence par la deuxième, ici peut-être qui est un petit peu plus simple. Donc, si B tend vers l'infini, je vais me retrouver ici avec arctangente de l'infini. Donc, situation que vous avez normalement déjà dû rencontrer en calcul différentiel. Donc, c'est une valeur, la fonction tangente ayant des asymptotes verticales, c'est une valeur qui tend vers un angle bien précis. Donc, calculer arctangente de l'infini, c'est se poser la question, pour quel angle est-ce que la tangente va me donner l'infini? Comme la tangente correspond au rapport de sin sur cos, quand est-ce que ça donne l'infini? Ben, si le sin est positif et le cos tend vers 0. Donc, c'est la forme constante positive sur 0 qui va me donner un infini. Donc, ici, ça se produit finalement à pi sur 2. Donc ici, c'est vrai, j'évalue mes limites. Bon, j'ai écrit ici, qu'est-ce qu'on va évaluer? Donc ici, arctangente de l'infini va me donner un pi sur 2. Donc, sin de pi sur 2 donne 1, cos de pi sur 2 donne 0. Donc, 1 sur 0, ça me donne bel et bien l'infini. Et pour ce qui est de l'arctangente de moins l'infini, bien à ce moment-là, il faut encore une fois que j'ai une division par 0, mais cette fois-là, il faut que j'ai quelque chose de négatif au numérateur. Donc, c'est à moins pi sur 2 que mon sinus vaut moins 1 et que le cosinus vaut 0. Et que j'obtiens à ce moment-là un moins l'infini. Ici, comme il y avait un moins en avant de l'arctangente, ben moins pi sur 2, finalement, ça va me donner pi sur 2 plus pi sur 2. Donc, c'est une limite qui va me donner pi et j'ai, encore une fois ici, une intégrale qui va être convergente. C'est quand même un peu particulier de constater que ce pi-là ici, finalement, ça représente quoi? Mais ça représente l'aire sous la courbe. Donc, j'ai une fonction qui est une fonction essentiellement algébrique ici, pour laquelle j'ai un comportement asymptotique, mais l'aire sous cette courbe-là se rapproche plus on va aux extrémités. Donc, la valeur de l'aire de la surface se rapproche de plus en plus du nombre pi. Donc, on voit qu'on peut retrouver le nombre pi dans toutes sortes de circonstances, n'est-ce pas? Intéressons-nous maintenant un petit peu à la notion de convergence. Qu'est-ce qu'on veut dire vraiment par la convergence? Donc, dans les derniers exemples où nos fonctions étaient positives, on sait que l'intégrale définie correspond à ce moment-là à l'aire sous la courbe. Mais comme l'intervalle d'intégration est infini, la surface augmente toujours. Alors l'aire sous la courbe ne devrait-elle pas être infinie? N'est-ce pas paradoxal? En fait, ça dépend de la vitesse à laquelle la fonction va s'approcher de la droite frontière. Donc, dans les cas précédents de l'axe des x, donc on avait des courbes qui étaient asymptotiques à l'axe des x. Si la fonction va s'approcher suffisamment rapidement, et c'est toujours ça la grande question, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est suffisamment rapidement? Bien, la surface restante va devenir à ce moment-là négligeable et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une convergence, c'est-à-dire une surface qui apparaît comme étant infinie, mais qui se rapproche de plus en plus d'une aire qui, elle, serait finie, donc d'un nombre bien précis. Donc, ce phénomène qui peut paraître un peu étrange peut-être, mais on l'avait quand même déjà rencontré aussi avec les asymptotes horizontales. Donc, c'est un peu le même genre de situation qui se produisait, c'est-à-dire, par exemple, si je prends la fonction x sur x plus 1, c'est une fonction qui augmente toujours, qui est toujours croissante.
Donc, si je calcule les valeurs, donc f de 1, par exemple, c'est 1/2, donc c'est plus petit que f de 2 qui me donnerait 2/3, qui est plus petit que f de 3 qui me donnerait 3/4, et ainsi de suite. Et donc, 4/5, c'est plus grand que 3/4. Donc, j'ai une fonction qui est toujours croissante, qui augmente toujours. Par contre, si on calcule la limite à l'infini, on va voir assez facilement que cette limite-là se rapproche de 1. Donc, la valeur de la fonction ne dépassera jamais 1. Donc, on a une représentation graphique ici de la situation. Donc, la fonction augmente toujours. Donc, si elle augmente toujours, on pourrait penser qu'elle s'en irait vers l'infini, mais tout en augmentant toujours, elle a comme une frontière qu'elle n'est pas capable de dépasser, donc un mur infranchissable. Donc, c'est le même principe avec nos intégrales impropres avec une borne infinie qui converge. Donc oui, la surface augmente toujours, mais à un moment donné, cette surface-là devient négligeable dans certains cas et ne fait pas augmenter la valeur de l'air au-delà d'une certaine valeur précise. On peut illustrer la question de la vitesse à laquelle notre fonction se rapproche de la droite frontière pour qu'il y ait convergence par l'étude du cas suivant, c'est-à-dire on va s'intéresser à l'intégrale de 1 à l'infini de la fonction 1 sur x à la p. Donc regardez qu'est-ce qui se passe pour les différentes puissances de p. Donc cette fonction-là est une fonction qui est toujours décroissante. Donc, quand x augmente, le dénominateur augmente, donc ma fonction diminue. Par contre, plus le p est élevé ici, plus le dénominateur va augmenter rapidement. Donc, c'est ce qui fait que selon la valeur de p, on va obtenir ces différentes courbes-là ici. Donc, une particularité, c'est que quand x vaut 1, ici, 1 à la p donne toujours 1, donc la fonction vaut toujours 1, peu importe la valeur de p. Donc, toutes mes fonctions, toutes mes courbes passent par le point 1, 1. Par contre, si P ici est faible, là, la courbure de la courbe va être faible, ce qui fait que ma surface ici ne sera pas négligeable. Donc, ma fonction ne se rapproche pas assez vite de la droite frontière. Par contre, si P est un exposant élevé, là, ma courbure va être très prononcée. Donc, la fonction se rapproche vite de l'asymptote, ce qui fait que ma surface devient rapidement négligeable et il peut y avoir convergence. Donc, la question ici, c'est un peu de savoir où est la frontière. À partir de quelle valeur de P, ça va se rapprocher suffisamment vite pour qu'il y ait convergence. Donc, vérifions-le par le calcul algébrique. Donc, je veux calculer l'intégrale de 1 à l'infini de ma fonction. J'ai une borne infinie, je viens remplacer par mon paramètre b, je vais évaluer la limite quand b tend vers l'infini. Je dois intégrer 1 sur x à la p, qui est l'équivalent de x à la moins p si je ramène au numérateur, ce qui s'intègre avec ma toute première formule d'intégration. Donc, c'est une puissance de x que j'intègre. Donc, je rajoute 1 à l'exposant, moins p plus 1, je divise par le nouvel exposant. Donc, cette formule-là, première formule, est valable pour n'importe quelle puissance, sauf dans le cas ici où p serait égal à 1, parce que là, si j'ai p est égal à 1, je me retrouve avec l'intégrale de x à la moins 1, qui est la seule puissance pour laquelle la première formule ne s'applique pas. Donc, on gérera ce cas-là tout à l'heure, ce qui me donnerait d'ailleurs une division par 0 si p était égal à 1. Donc, mais pour toutes les autres puissances, c'est ce que j'obtiens ici en calculant la primitive. Bon, en pratique, le p est une constante pour une fonction donnée. Donc, ce dénominateur-là étant une constante, je peux la sortir du crochet et même la mettre en évidence et la sortir de la limite. Il me reste à évaluer ici aux bornes. Donc, si je remplace x, mon x par la puissance b, ça va me donner b à la moins p plus 1, moins quand je remplace x par 1, 1 élevé à n'importe quelle puissance, ça donne toujours 1, donc ici je me retrouve avec moins 1. Il reste maintenant la dernière étape du calcul, qui est d'aller évaluer la limite quand b tend vers l'infini. Donc ici, ce qui va se produire, c'est que si b tend vers l'infini, ça va dépendre de quel est le signe ici de mon exposant. Donc il y a deux cas à considérer.
Si P est plus grand que 1, bien ici, je vais avoir moins un nombre plus grand que 1 plus 1, donc je vais avoir un exposant négatif. Un infini exposant avec un exposant négatif, c'est, si on rend l'exposant positif, l'équivalent d'un infini au dénominateur. Donc, c'est une forme constante sur infini qui tend vers 0. Donc, j'aurai à ce moment-là 0 moins 1 qui vient multiplier le facteur qu'il y a ici, donc multiplié par moins 1. Ça change mes deux signes, donc je me retrouve avec plus P moins 1. Par contre, dans le cas où P est un nombre plus petit que 1, bien ici, moins un nombre plus petit que 1 plus 1, ça va donner un exposant positif, et l'infini exposant un nombre positif, ça va donner l'infini. Moins 1, ça reste infini, multiplié par une constante ici qui est positive, parce que mon P est plus petit que 1, donc je vais obtenir quelque chose qui tend vers plus l'infini, et cette fois-ci, ma limite, va être divergente. L'intégrale, oui, divergente. Donc, finalement, c'est 1 ici qui était la frontière qu'on cherchait. Donc, si mon nombre est plus grand que 1, ça veut dire que ma courbure est suffisamment prononcée pour que la surface devienne négligeable. Si P est plus petit que 1, ben, ma courbure est moins prononcée parce que la fonction diminue moins rapidement ici et la surface n'est plus négligeable. Oui. Pour conclure, bien, il me reste à vérifier le cas qu'on n'a pas évalué ici, c'est qu'est-ce qui se passe quand P est exactement égal à 1. Donc, si P est égal à 1, bien, mon intégrale initiale que j'avais se retrouve être l'intégrale de 1 sur x, cette fois-là, x à la 1. J'ai toujours ma limite ici pour gérer ma borne. On sait que l'intégrale de 1 sur x donne le log de x en valeur absolue. Je remplace aux bornes, ça donne le log de b moins le log de 1 qui vaut 0. Et si b tend vers l'infini, je me retrouve avec log de l'infini. Donc, log de l'infini, ça donne l'infini. Donc, le log est une fonction toujours croissante qui tend vers l'infini. Pas vite, c'est vraiment la tortue de la croissance, mais ça tend quand même vers l'infini. Donc, j'aurai encore une fois ici une intégrale divergente dans ce cas-là. Donc, la conclusion finale de tout ça, c'est que cette intégrale-là, l'intégrale de 1 à l'infini de 1 sur x à la p, converge seulement dans le cas où p est un exposant plus grand que 1. Je répète qu'il pourrait être fractionnaire. 3/2, c'est un exposant plus grand que 1, il y aurait convergence. Et on a un avantage supplémentaire en ayant fait cette étude-là, c'est que non seulement on sait que l'intégrale va converger, mais on sait vers quelle valeur l'intégrale va converger, qui est 1 sur p moins 1. Donc, par exemple, 1 sur x carré va converger vers 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Si j'ai 1 sur x cube, ça va converger vers une demi. Si j'ai 1 sur x à la 4, ça va converger vers un tiers, et ainsi de suite. Voyons maintenant l'autre cas, c'est-à-dire quand on a une discontinuité sur l'intervalle d'intégration. Donc, première situation possible, ma discontinuité a lieu à ma borne inférieure, c'est-à-dire quand x ici est égal à a. Donc, je vais utiliser ma technique, je remplace mon point problématique, le point A, par un paramètre P, et je vais ensuite aller calculer la limite quand le paramètre se rapproche de ma valeur problématique. À noter ici qu'on ne se rapproche pas de A de n'importe quelle façon. Donc, il faut rester à l'intérieur de l'intervalle d'intégration. Donc, si je me rapproche de A, je me rapproche avec des valeurs qui sont plus grandes que A. J'arrive de par le haut. On dit qu'on suit l'intégrale, en fait. Donc, c'est une limite à droite. Je me rapproche de A avec des valeurs plus grandes que A. Pour illustrer la situation, on peut le faire de façon graphique, encore une fois, en sachant qu'une valeur où il y a une discontinuité, règle générale, c'est parce qu'il y a une division par 0, et les divisions par 0 sont les endroits où on va souvent obtenir des asymptotes verticales. Donc, notre situation pourrait être la suivante.
Donc, je veux calculer l'aire sur la courbe entre A et B, l'intégrale de A à B, mais mon point A, c'est celui où il y a une division par 0 et il y a une asymptote verticale d'équation x est égal à A ici. Donc, la question de la convergence est toujours la même, c'est une question de vitesse. Si ma courbe se rapproche suffisamment vite de l'asymptote, mais il se peut que ma surface devienne négligeable et que l'aire de la surface tende vers un nombre précis. Notre technique en 2 étapes, cette fois-ci, s'illustre de la façon suivante. Donc, j'ai remplacé mon A par un paramètre P. Donc, je calcule l'intégrale de P jusqu'à B. Je me trouve une formule générale pour évaluer cette intégrale-là. Et ensuite, avec ma limite, je regarde qu'est-ce qui se produit si P se rapproche de plus en plus près de A. Donc, si je me rapproche de plus en plus près de mon asymptote verticale. On voit bien ici qu'on se rapproche de A avec des valeurs plus grandes que A, c'est-à-dire qu'on a bien une limite à droite. Pour la borne supérieure qui nous donnerait une discontinuité, c'est le même principe, donc je remplace la borne par le paramètre. Cette fois-ci, si je me rapproche de ma valeur B avec ma limite, en suivant l'intégrale, j'arrive à partir du bas, donc je me rapproche avec des valeurs plus petites que B, donc c'est une limite à gauche que j'aurai ici à calculer. Donc notre représentation graphique, donc je vais évaluer l'aire de A à B. B, il y a une division par 0 et une asymptote verticale, donc j'essaie d'évaluer, si possible, l'aire de cette surface-là. Donc j'introduis mon paramètre P, je calcule l'aire de A à P, j'obtiens ma formule générale, et ma limite me permet de voir qu'est-ce qui se passe, encore une fois, en me rapprochant de la valeur problématique. Finalement, la dernière situation, qui est peut-être la plus insidieuse, à savoir que oui, j'ai une discontinuité, mais qui est un peu plus cachée. Quand c'est une des deux bornes, c'est peut-être un peu plus facile à voir, mais quand c'est une valeur quelconque à l'intérieur de l'intervalle d'intégration, c'est un peu plus dissimulé, disons. Donc, il faut se poser la question, justement, toutes les fois pour voir est-ce que c'est possible qu'il y ait une valeur problématique. Donc, cette fois-ci, comme on l'avait fait un peu avec le premier cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller séparer notre calcul d'intégrale en deux parties. Donc, j'ai une valeur C à l'intérieur où il y a un problème, mais je vais séparer en deux intégrales pour aller de A jusqu'à la valeur problématique dans un premier temps, et ensuite de la valeur problématique jusqu'à B. Et ces deux intégrales-là me ramènent au cas précédent. Donc ici, j'ai une intégrale où ma discontinuité est à la borne supérieure, je vais faire cette chose-là. Et ici, j'ai une intégrale dont la discontinuité est à la borne inférieure. Donc j'ai une limite à gauche parce que je me rapproche du paramètre avec des valeurs plus petites ici. Et une limite à droite parce que je me rapproche du paramètre avec des valeurs plus grandes de l'autre côté. À noter ici que je ne prends pas la même lettre parce que ce n'est pas le même paramètre. Donc ici, ça s'appelle P et ici, ça s'appelle T. Et toujours, pour avoir la convergence globale de l'intégrale initiale, mais il faudra que chacune de ces deux intégrales-là converge, tende vers une constante pour que mon intégrale initiale soit elle-même convergente. Quelques exemples. Donc, supposons maintenant que j'ai à calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x moins de x. Donc, à partir de maintenant, c'est à moi d'avoir le réflexe de me dire « Oh, j'ai ici une division. Il y a une possibilité de division par 0. » Pour quelle valeur est-ce possible? Bien, dans ce cas-ci, quand x est égal à 1, qui est justement ma borne supérieure. Donc, j'ai une discontinuité ici à une de mes bornes quand x est égal à 1. Je vais devoir procéder par un calcul de limite. Si on veut illustrer la situation, la fonction sur l'intervalle a l'allure suivante. Donc, quand x est égal à 0, je me retrouve avec 1 sur moins 1. Donc, j'ai ici le point 0 moins 1. Et ensuite, quand x augmente dans l'intervalle, si x vaut 1/2 par exemple, j'ai 1 sur moins 1/2, ce qui donne moins 2.
Donc ici, je suis rendu à moins 2, et ainsi de suite. Donc j'ai une fonction qui va être décroissante, et pour laquelle, quand x est égal à 1, j'ai une division par 0, donc il y a ici une asymptote verticale, quand x est égal à 1. Donc en fait, le calcul de cette intégrale-là correspondrait à l'évaluation de cette surface-là, mais en ayant un résultat négatif, étant donné que la surface est en dessous de l'axe. Donc, j'utilise ma technique, je remplace mon point problématique 1 par un paramètre, je calcule la limite quand P se rapproche de 1, je me rapproche en venant de par le bas, donc c'est une limite à gauche, ce sont des valeurs plus petites que 1. Je dois maintenant calculer l'intégrale. Donc, dans ce cas-ci, comme la dérivée de x moins 1, c'est 1, c'est comme si j'avais la forme du sur u, il n'y a pas de constante à ajuster, donc qui me donne le log de u, c'est-à-dire le log de x moins 1 en valeur absolue. Je remplace par mes bornes, donc je vais avoir le log de p moins 1 moins le log de 0 moins 1, ce qui fait moins 1, mais en valeur absolue, ça va me donner plus 1. Et le log de 1, ça donne 0. Donc ici, je me retrouve avec moins 0 quand j'évalue à ma deuxième borne. Finalement, quand je vais évaluer ma limite, maintenant, dernière étape, bien ici, je me retrouve avec un nombre plus petit que 1 moins 1, ce qui me donnerait un 0 moins. Mais encore une fois, parce que je suis dans une valeur absolue, ça va devenir un 0 plus. Et le log d'un 0 plus, ça tend vers moins l'infini. On sait que quand le log se rapproche de 0, la courbe s'en va vers le bas, donc tend vers moins l'infini. Donc, ça veut dire dans ce cas-ci que j'ai une intégrale divergente, que cette surface-là tend vers l'infini. Donc, ici, je ne me rapproche pas assez vite pour que ça devienne négligeable. Et comme on le mentionnait, le nombre est négatif tout simplement parce que la surface serait en dessous de l'axe. Deuxième exemple maintenant, l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x à la 2 tiers. Donc, encore une fois, je me dis, il y a une division, possibilité de division par 0. Ça s'annule ici quand x est égal à 0. Donc, ma discontinuité est quand x est égal à 0 à l'intérieur de mon intervalle d'intégration qui allait de moins 1 à 1. Donc, cette fois-ci, l'illustration serait la suivante. Donc, la fonction 1 sur x à la 2 tiers a l'allure suivante. J'ai une asymptote verticale ici à 0. Donc, point de discontinuité, et je voudrais essayer de voir la surface de moins 1 jusqu'à 1. Donc, est-ce que ici, ça se rapproche suffisamment vite pour qu'il y ait convergence? Donc, ma technique m'oblige à séparer en deux intégrales, avec 0 comme point frontière, vu que c'est là qu'il y a la discontinuité, donc de moins 1 à 0 et ensuite de 0 à 1. Et ensuite remplace mes limites. Donc, ici, je remplace 0 par un paramètre. Je me rapproche de 0 avec des valeurs plus petites. Donc, c'est une limite à gauche. Et ici aussi, je remplace mon 0 par un paramètre. Et je me rapproche de 0 en arrivant de par le haut. Donc, j'ai ici une limite à droite avec un paramètre différent, comme je le disais tout à l'heure. Pour intégrer ma fonction 1 sur x à la 2 tiers, je la ramène au numérateur pour l'intégrer comme une puissance de x. Donc, l'intégrale de x à la moins 2 tiers, je rajoute 1, ça fait x à la 1 tiers divisé par 1 tiers. Même chose ici, évidemment, vu que c'est la même fonction. Et dans les deux cas, divisé par 1 tiers, c'est comme multiplié par 3. Donc, j'aurai une constante 3 ici que je pourrai sortir de la limite. Ou mettre en évidence comme je l'ai fait ici. Donc, le 3 qui est ici, c'est le divisé par 1 tiers. J'évalue aux bornes, donc je vais avoir un P à la 1 tiers moins 1 à la 1 tiers. Donc, moins 1, comme je l'élève ici, j'ai une racine impaire, en fait, racine troisième de moins 1. Ça va rester négatif. Donc, je vais me retrouver avec moins 1. C'est pourquoi ici, j'ai un plus 1. Donc, j'ai un moins dans ma formule du théorème fondamental et j'ai ma quantité qui valait également moins 1. Ma deuxième limite, le divisé par 1 tiers, me donne le fois 3 ici. Je remplace par 1, donc 1 à la 1 tiers, ça donne 1.
moins quand je remplace par mon paramètre, donc moins t à la 1/3. Dernière étape maintenant, c'est le calcul de la limite. Donc, si p tend vers 0 ici, que ce soit par la gauche ou la droite, ça va me donner 0 à l'1/3 va donner 0 plus 1. Ça fait 1 fois 3, donc ça va me donner 3 fois 0 plus 1. Et même chose ici, si t tend vers 0, ce terme-là va tendre vers 0, donc je vais avoir 1 moins 0. Ce qui fait finalement ici que cette limite-là me donne en bout de ligne 6 et que j'ai donc bel et bien une intégrale convergente. Donc ici, la surface devient négligeable parce que la courbe se rapproche suffisamment vite de mon asymptote.